Chers collègues des écoles et conservatoires présents sur l'ensemble du territoire français, au nom des membres du conseil d'administration et en tant que président de la Fédération française de l'enseignement et l'éducation artistique, je suis sincèrement très heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire consacré au schéma national d'orientation pédagogique 2026 et au diplôme national. Vous êtes aujourd'hui 500 à vous être inscrits et déjà plus de 200 à vous joindre à ce webinaire professionnel. C'est la preuve de votre engagement commun envers la qualité, la cohérence et le rayonnement de l'enseignement artistique sur l'ensemble du territoire. Alors ce moment de rencontre a pour objectif de mieux comprendre les évolutions de ces textes, d'échanger ensemble sur les enjeux qu'ils portent pour nos établissements, nos équipes et nos élèves. Pour mémoire, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine de 2016 a conduit à la réactualisation du FNOP en 2023, puis à la publication du décret relatif au diplôme national en 2025. C'est ces deux repères essentiels qui nous revient désormais de faire vivre dans leur cohérence. Alors, je souhaite le préciser sans ambiguïté, le SNOP, c'est un texte de référence qui donne un cadre structurant, mais il ne dicte pas une uniformisation des pratiques. Chaque établissement, chaque collectivité conserve ses spécificités, ses priorités et ses modes d'action. À l'inverse, le diplôme national vise une harmonisation juste et équilibrée des diplômes et des pratiques sur l'ensemble du territoire, au service de la lisibilité et de la reconnaissance de nos parcours. Au fil de cette rencontre, animée par les intervenants de la FFEA, du ministère de la Culture, représenté par Monsieur Didier Bram, et de l'Association nationale des professeurs d'art dramatique, vous aurez le plaisir d'échanger sur de nombreux sujets, les enjeux sociétaux tels que les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, l'accessibilité et l'éducation artistique et culturelle, la mise en réseau des établissements, le diplôme national et son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, dit RNCP, ou encore les spécificités liées à la danse avec les humanités chorégraphiques, au théâtre avec les disciplines complémentaires, et ainsi que les articulations entre le diplôme national et les cours préparatoires à l'enseignement supérieur. Je tiens à rappeler ici que la FFEA est aux côtés de l'apprentissage et de la transmission des arts vivants depuis 53 ans maintenant, en France et en Europe. Dès 2022, la fédération s'est pleinement engagée dans ce chantier d'élaboration concertée des textes qui vont encadrer la vie de nos établissements, et ce travail est à réaliser aux côtés du ministère de la Culture et de l'ensemble des acteurs de notre écosystème. La FFEA a œuvré avec conviction et constance pour que ce texte soit le fruit d'un véritable travail collectif au service de l'intérêt général et de la vitalité des arts vivants. Alors, je souhaite que chacun d'entre vous aujourd'hui trouve des repères, des réponses, mais aussi l'inspiration d'une dynamique partagée pour accompagner la transformation de nos pratiques et renforcer la place des arts, pas remplacer, surtout pas, renforcer la place des arts dans la société française. Alors je remercie aussi très sincèrement les équipes du ministère de la Culture, de l'AMPAD et de la FFEA pour leur expertise et leur présence à vos côtés pendant les 2 heures qui vont suivre. Et c'est désormais avec un très grand plaisir que je cède la parole à Monsieur Philippe Dallarin, vice-président de la Fédération française de l'enseignement et l'éducation artistique et directeur du Conservatoire rayonnement départemental de Taverny, qui est à l'initiative de ce projet. Merci à toutes et tous et vraiment je vous souhaite un excellent webinaire. Merci David, bonjour à toutes et tous et vraiment merci d'être aussi nombreux. On en est heureux et on vous en remercie chaleureusement. Moi, je vais simplement vous donner quelques indications techniques. Alors, au regard du très grand nombre des participants, il y a une règle d'or qu'il va falloir observer, mais je crois que vous l'avez déjà tous intégré, c'est de fermer ses micros. Voilà, il y aura dans une deuxième partie la possibilité d'échanger, je vais vous l'expliquer, mais voilà, si vous n'intervenez pas ou si on ne vous a pas donné la parole, le mieux c'est de garder les micros fermés pour éviter tout bruit parasite. Vous allez trouver également dans le chat, si vous voulez le faire, et c'est pas une obligation, mais une feuille d'émargement. Ça nous permettra pour nous de savoir
combien de personnes ont assisté. On sait qu'il y a près de 500 participants inscrits, donc on verra combien ont réellement participé au webinaire. Alors, il va se dérouler de la manière suivante, le webinaire. Il va y avoir une trentaine de minutes de présentation des enjeux principaux de cette mouture 2026 du SNOP et au-delà du diplôme national. Et puis, dans une trentaine de minutes, on va pouvoir se répartir dans ce qui s'appelle sur Zoom des salles de répartition, donc des groupes de travail. Il y en aura trois, une par spécialité, danse, musique et théâtre. Et pour y accéder, c'est assez simple. Il faut que vous alliez, que vous soyez sur un ordinateur ou sur un téléphone, dans la barre d'outils qui est en bas de votre écran, vous avez un petit plus qui est indiqué. Et quand vous allez cliquer dessus, vous trouverez au moment où les salles seront disponibles, vous aurez la possibilité de cliquer sur la salle qui vous intéresse, que ce soit danse, musique ou théâtre. Peut-être pour certains, ça s'affichera directement à l'écran, mais si ça n'est pas le cas, vous allez dans cette barre d'outils, plus, et vous choisissez la salle, je le redirai à ce moment-là. Si vous avez une version en anglais, ça s'appelle les breakout rooms. Ce sera à ce moment-là, quand vous serez dans les salles de répartition, ce sera le moment davantage interactif. Alors évidemment, c'est compliqué d'être interactif à plus de 200, 300, 400 ou 500. Donc, vous pourrez le faire de la manière suivante. Si vous souhaitez intervenir, avoir une question donc de manière vraiment concise, je dirais, pour ne pas, pour que la parole puisse circuler, vous pouvez le faire en levant virtuellement la main et on vous donnera la parole par ordre d'arrivée des questions. Sinon, vous pouvez également poser des questions ou faire des remarques dans le chat. Et nous avons des modérateurs de chat dans chacune des salles qui pourront relayer les questions, soit qui reviennent le plus souvent ou qui paraissent les plus importantes de poser tout de suite. Et puis sinon, après coup, on fera nous-mêmes, le bureau de la FFEA et l'équipe technique, on fera une synthèse de toutes les questions qui auront été posées dans le chat et ça se traduira probablement par une foire aux questions à laquelle vous pourrez vous référer. On vous enverra les coordonnées. Une ou deux recommandations également. Le webinaire est enregistré, mais si toutefois vous ne souhaitez pas vous-même être enregistré ou apparaître, vous nous le signalez et on fera en sorte que vous n'apparaissiez pas à l'écran, surtout si vous faites une intervention orale. Et puis, dernier point, en cas de déconnexion intempestive, vous pouvez vous reconnecter par le lien qui vous a été envoyé, c'est le même. Et si jamais vous vous déconnectez pendant qu'il y a ces salles de discussion, eh bien, vous pourrez à nouveau, en repassant par le plus que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous pourrez vous reconnecter à ce moment-là. Voilà, je crois que je vous ai dit les choses les plus importantes. On va pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet et j'ai le plaisir de passer la parole en premier à Didier Bram, qui est inspecteur de la création artistique du ministère de la Culture, qui a beaucoup travaillé en concertation, il va l'expliquer certainement, avec beaucoup d'organisations à l'élaboration de ce SNOP et du diplôme national. Et voilà, moi j'ai une question, Didier. La première, c'est pourquoi, alors que on a eu depuis 1984, je crois, quelques versions du SNOP à intervalles assez élargis, nous avons, après la version 2023 et moins de 3 ans après, en 2026, une nouvelle version du SNOP. Voilà, merci en tout cas Didier de représenter le ministère de la Culture pour ce webinaire et d'être avec nous ce matin. Merci Philippe de ce mot d'accueil. Bonjour à toutes et tous. Oui, je vais répondre à cette question et je suis très heureux de cette rencontre collective et de l'opportunité de ce partage d'informations en quelques minutes. Alors peut-être tout d'abord un mot rapide sur le rôle de l'inspection au sein du ministère de la Culture au regard des enseignements artistiques. C'est vrai que notre rôle principal est de fixer un cadre et des orientations, de rédiger des textes, bah oui, de susciter la réflexion sur les enjeux pédagogiques ou sociétaux. Et par ailleurs, il s'agit aussi de temps en temps d'évaluer et de classer les établissements dans le cadre de la procédure de classement, parfois même de les visiter, de les inspecter. Notre objectif, en gros, c'est vraiment d'être à vos côtés, de soutenir le réseau,
d'accompagner les acteurs de terrain, de favoriser les rencontres et partages d'expériences et d'encourager aussi la mise en réseau des établissements. Et je me réjouis de l'organisation de ce webinaire ce matin. Donc, les principales évolutions ces dernières années ont été, il est vrai, la réécriture du SNOP paru en 2023, mais aussi la rédaction du nouvel arrêté de classement en décembre 2023, qui fixe les critères de classement pour chaque catégorie d'établissement. L'écriture des textes qui régissent le diplôme national, j'en dirai un petit mot. Et enfin, une version enrichie du SNOP paru en janvier 2026. Alors, c'est vrai que tout cela s'est opéré avec des phases de concertation pour lesquelles je voudrais saluer le concours très efficient de la FFEA aux côtés des autres organisations professionnelles parties prenantes. Alors, le SNOP, c'est un peu comme une boîte à outils qui a vocation à évoluer, justement, à s'enrichir dans le temps. Et ce travail, on le mène en continu dans le cadre d'un comité de suivi qui se réunit chaque année, ainsi qu'à travers des groupes de travail thématiques mis en place pour poursuivre la réflexion collective et apporter au fil de l'eau ces enrichissements. Et c'est ce qui explique justement cette nouvelle version janvier 2026, c'est parce que dans l'intervalle, il y a quelques groupes de travail qui se sont réunis pour justement compléter le document, compléter la boîte à outils. Alors, une boîte à outils qui fait plus d'une centaine de pages, c'est vrai que ça devient un peu un gros pavé, mais en fait, il reste structuré en chapitres. Et je dirais que les 20 ou 30 premières pages fixent le cadre général. Après, on rentre davantage dans des domaines plus techniques par spécialité ou champ d'action. Un lecteur pressé qui ne pourrait tout lire pourra déjà s'en tenir aux 20 ou 30 premières pages qui concentrent beaucoup d'informations utiles, je pense, pour appréhender les enjeux et la philosophie qui guident nos établissements. Alors, cette version 2026 par rapport à la version 2023 intègre quelques évolutions, parmi lesquelles des éléments sur la prévention des VHSS, un nouveau chapitre dédié à l'éducation artistique et culturelle et aux différentes façons de la décliner à partir du conservatoire comme établissement en ressources, ça c'est le chapitre 7, et un chapitre 8 consacré à l'accueil des élèves en situation de handicap et à besoins spécifiques. Et également un ajout consacré à la prise en compte des enjeux sociétaux au sein des départements denses. Ce sont des éléments qui pourront bien sûr être déclinés et étendus à l'ensemble des 3 spécialités et mis en commun avec la musique et le théâtre. Alors, plusieurs intervenants à ma suite vont vous livrer leur lecture et leur perception de ces parties spécifiques. Donc, pour ma part, je vais surtout m'en tenir à vous dire peut-être un mot sur le diplôme national. Alors, pourquoi un diplôme national? D'abord parce que cela a été demandé lors de débats parlementaires et ce principe a été inscrit dans la loi depuis 2016, la loi LCAP dont David faisait référence tout à l'heure. Ensuite, parce qu'un diplôme national apportera plus de cohérence, de lisibilité et de valeur par rapport à un simple diplôme d'établissement tel que le sont les DEM, DEC et DET. Et enfin, parce que des expériences d'organisation interétablissement avec des épreuves terminales communes sont déjà menées sur le terrain et elles ont montré une plus-value réelle pour les élèves, pour les équipes pédagogiques amenées à travailler ensemble. La création de ces diplômes nationaux résulte d'un travail collaboratif déployé depuis 5 ans avec les organisations professionnelles. Elle s'appuie sur ces expériences en réseau que j'évoquais, déjà menées dans pas mal de régions, en matière de regroupement d'élèves et de mutualisation de jury, et cela pour garantir une meilleure reconnaissance des parcours artistiques, une plus grande lisibilité des filières et des contenus, une meilleure cohérence et homogénéité sur le territoire, ce qui amène aussi à rompre parfois l'isolement que connaissent certains établissements plus éloignés géographiquement. Alors, pour ce DN, on reste sur le principe du DEM, c'est-à-dire un cycle qui peut se faire entre 2 et 4 ans, qui est accessible après le cycle 2 ou en cours de cycle 3 amateur. La validation du diplôme se conçoit dans une coopération interétablissement. Bon, il en faut au minimum 2, donc vous voyez, ça reste souple. La délivrance de ce diplôme est placée sous la responsabilité des CRR et CRD. C'est une responsabilité qui va leur être déléguée au titre de leur classement, sachant que dans certaines situations, des établissements classés CRC, CRI, voire non classés, pourront se joindre au dispositif en conventionnant avec un CRR ou un CRD si les conditions d'encadrement pédagogique, de qualification et de contenu des enseignements sont remplies. Alors, nous avons eu l'occasion récemment d'organiser une série de 15 webinaires avec les directeurs concernés dans chaque région. On a également édité un petit fascicule intitulé « Foire aux questions DN », répondant à diverses interrogations
posées durant ces rencontres. En ce moment, on travaille à élaborer des référentiels de compétences pour chaque spécialité, donc musique, danse, théâtre, pour ensuite envisager une inscription au RNCP. Alors, le diplôme national attestera d'un ensemble de compétences transférables dans d'autres sphères, et cela sera aussi valorisant pour les jeunes s'orientant vers les métiers de la culture, de l'intervention en milieu scolaire, des techniques du son, ou vers des études universitaires, quelles qu'elles soient, et évidemment aussi pour celles et ceux qui voudront s'orienter vers des études supérieures artistiques. Nos établissements, je dirais vos établissements, assurent des missions et un rôle majeur. Ils constituent un maillon essentiel de la vie artistique des territoires et aussi de la formation des artistes de demain. Et le SNOP introduit des missions élargies pour les établissements, mais il s'agit aussi de maintenir et de conforter un cadre pédagogique structurant, offrant la possibilité pour les élèves qui le souhaitent de mener un parcours d'études plus appuyé, plus abouti, qui permet de franchir différents cycles, chaque cycle pouvant être un objectif et une fin en soi. Et ce parcours peut déboucher à son terme, eh bien oui, sur l'obtention du diplôme national, ou bien sur un certificat d'études artistiques en musique, CEM, CEC, CET, en danse ou en théâtre, un diplôme d'établissement à visée uniquement amateur et qui continuera d'exister en parallèle, bien sûr, du diplôme national. Voilà, j'ai fait très rapide en 5 minutes chrono et vraiment, je vous remercie toutes et tous de votre écoute. Merci beaucoup Didier. Peut-être juste une question parce que en amont de ce webinaire, elle est souvent revenue de la part d'un certain nombre de participants et beaucoup se la posent. Est-ce que le DN est destiné à remplacer les DEC, DEM et DET? Je crois que oui, on peut dire les choses comme cela. À terme, il va les remplacer un peu par la force des choses, c'est-à-dire qu'il aura une réelle reconnaissance nationale. Les DEM, DEC, DET, qui seront des diplômes d'établissement, vont être démonnayer dans le temps si des établissements veulent continuer à les délivrer. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, on ne sait pas d'avance, on ne peut pas prédire d'avance comment les choses vont s'opérer, mais on peut penser quand même que l'appropriation et la mise en œuvre du DN va être certes progressive, hein, il n'y a pas de calendrier impératif. Il y a déjà quelques établissements qui se lancent dès cette année je ne vais pas dire à titre expérimental, mais bon, qui y vont, notamment région Centre-Val de Loire. Je pense que déjà beaucoup d'établissements vont y aller en 2027 et d'autres vont suivre en 2028. Donc, je pense que oui, à terme, de toute façon, l'objectif du DN est de remplacer par le haut, en termes de valorisation et de lisibilité, les précédents diplômes d'établissement. Très bien, mais merci beaucoup de cette participation et de tous ces éclairages. Alors, en effet, on va décliner on va entrer un petit peu plus encore dans le détail des nouveautés du SNOP 2026 avec les membres du bureau de la FFEA. Je voulais juste préciser une chose également parce que Didier Bram a parlé des établissements classés, voire non classés. La FFEA représente tous les types d'établissements, CRR, CRD, CRC, CRI, écoles municipales non classées et écoles associatives. Et je crois que le constat qu'on fait, c'est que énormément de ces établissements, quel que soit leur statut, s'emparent du SNOP, en font une lecture qui leur est propre et qu'ils sont absolument tous concernés par le débat que nous avons aujourd'hui et le nombre de participants et la diversité des établissements que vous représentez en est la preuve. Alors, je vais passer maintenant la parole à Jérôme Chrétien, qui est membre vice-président de la FFEA en charge de l'évolution et de l'environnement de l'enseignement artistique et des relations institutionnelles, directeur du CRR d'Avignon, actuellement détaché au Conservatoire de Saint-Laurent-du-Var. Il a été directeur du CRR de Lille de 2023 à 2026. Il est danseur et musicien et il va évoquer cette question très importante de la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans les établissements d'enseignement artistique qui font l'objet, en effet, pour la première fois, d'un chapitre dans le SNOP. Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce temps d'échange autour des violences et harcèlements sexistes et sexuels, les VHSS. En tant que directeur de conservatoire, je voudrais partir d'un constat simple. Nos établissements sont des lieux d'exigence, mais aussi de grande vulnérabilité. Dans un conservatoire, on travaille le corps, en danse, en théâtre, en chant, l'intime,
avec l'émotion, l'interprétation, et souvent dans une relation très directe entre un professeur et un élève, parfois en face à face, en cours individuel. C'est une richesse immense, mais c'est aussi un cadre où les frontières peuvent être plus floues si elles ne sont pas clairement posées. Et c'est là que la question des VHSS devient centrale. Elle ne surgit pas seulement dans des situations extrêmes, elle peut apparaître dans des gestes, des mots, des habitudes pédagogiques que l'on n'interroge plus. Une correction physique en danse, où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle? Une remarque sur le corps ou l'apparence est-elle pédagogique ou déplacée? Une relation de confiance, à quel moment devient-elle asymétrique ou inconfortable? Ces questions ne sont pas pour fragiliser l'enseignement artistique, elles sont là pour le rendre plus juste. On sait depuis longtemps que l'éducation vise à former des individus capables de vivre ensemble. Mais dans nos conservatoires, il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, il s'agit aussi de créer ensemble. Et on ne peut pas créer dans un climat de peur, de malaise ou d'ambiguïté. Il est essentiel de toujours considérer l'autre comme une personne à part entière. Concrètement, cela veut dire qu'un élève n'est pas un instrument à perfectionner, ni un corps à modeler, mais une personne en construction. Et cela change profondément notre regard pédagogique. Dans nos métiers, il existe aussi une tradition forte, celle du maître et de l'élève, de la transmission exigeante, parfois dure. Cette tradition a produit de grandes choses, mais toute relation pédagogique est aussi une relation de pouvoir. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus ignorer cela. Prendre en compte les VHSS, c'est accepter de revisiter cette tradition, non pas pour renoncer à l'exigence, mais pour la rendre compatible avec le respect et la sécurité. Cela transforme très concrètement nos pratiques. Comment j'entre en contact avec le corps d'un élève, comment je formule une critique, comment j'installe un cadre clair dès le début de la relation pédagogique, comment je réagis si un élève exprime un malaise. On ne parle plus seulement de technique ou de progression, on parle de cadre, de posture, de responsabilité. Cette évolution arrive aussi à un moment particulier. Nous constatons aujourd'hui une baisse du nombre d'élèves dans l'éducation nationale. Dans les conservatoires, cette tendance est souvent partiellement compensée par une augmentation des élèves adultes. Cela transforme aussi nos équilibres pédagogiques, nos attentes et notre manière d'accueillir des publics au parcours très différents. Les élèves ne viennent plus seulement chercher un enseignement, ils viennent chercher un environnement où ils peuvent apprendre, s'exprimer, mais aussi se sentir en sécurité. Dans ce contexte, la manière dont nous prenons en compte les VHSS devient un enjeu d'attractivité, mais surtout de légitimité. Enfin, enseigner ne consiste pas à remplir un élève, mais à entrer en relation avec lui. Et cette relation ne peut exister que s'il y a confiance. Pour conclure, je dirais ceci. Prendre en compte les VHSS dans un conservatoire, ce n'est pas ajouter une règle de plus. C'est accepter de regarder en face la réalité de nos pratiques, c'est poser des limites claires pour permettre une liberté plus grande. C'est préserver ce qui fait la beauté de l'enseignement artistique, l'engagement, l'exigence, la transmission, tout en garantissant un cadre juste, un cadre où chacun peut apprendre sans crainte. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux d'échanger avec vous plus tard au travers de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. On va maintenant évoquer la question de l'inclusion et de l'accueil des personnes en situation de handicap, présentes également dans le SNOP depuis 2023 en particulier. Pour cela, je vais donner la parole à Dominique Modry, qui est directrice de l'école de musique d'Oberhausbergen-Mittelhausbergen en Alsace, vice-présidente et porte-parole de la FFEA en charge de la pratique amateur, des droits culturels et de la pédagogie adaptée. Dominique. Chers collègues, bonjour et merci à toutes et tous pour votre présence nombreuse aujourd'hui, un signe fort de l'engagement de notre profession. Je vais parler de l'évolution de la prise en compte de l'accueil des élèves en situation de handicap et à besoins spécifiques. Dès 1994, la déclaration de Salamanque mentionne le droit à l'éducation pour tous les individus. Le Code de l'éducation est créé en 2000, il énonce bien le droit à l'éducation pour tous et le principe de l'inclusion scolaire.
Le Code de l'action sociale et des familles, structuré en 2000 et renforcé par la loi de janvier 2002, parle notamment de la cohésion sociale et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. La loi du 11 février 2005, c'est bien le texte fondateur qui pose le principe fondamental. Toute personne handicapée a droit à la compensation et à l'accessibilité, y compris la culture, l'égalité des droits et des chances. Une ouverture internationale avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU en 2006 et ratifiée par la France en 2010. Il y est bien question de la reconnaissance des droits culturels et inclusifs. L'accès à la culture et la participation à la vie artistique est en principe central. La loi NOTRe de 2015, elle confirme une responsabilité partagée entre les collectivités territoriales et l'État en matière culturelle dans le respect des droits culturels. Alors, la traduction dans nos métiers de ce cadre légal, c'est le schéma national des orientations pédagogiques. Le texte de 2023, comme l'a rappelé Philippe, est bien le texte de référence pour les établissements d'enseignement artistique classés et un outil de référence pour les structures non classées. Le texte mentionne le handicap dans l'inclusion globale de manière diffuse et non structurée. Il n'y a pas encore de chapitre dédié, ni de structuration nationale forte. Le texte encourage les pratiques adaptées, l'approche est encore laissée à l'initiative des établissements. Et c'est bien tout à l'heure ce qu'a dit Didier, c'est une boîte à outils qui évolue. Le texte de 2023 a donc été enrichi et structuré. Il porte une vision sociétale et éthique de l'enseignement artistique. Une des nouveautés majeures, c'est l'ajout du chapitre 8, dédié à l'accueil des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins spécifiques. Le handicap devient un axe structurant national. Le référent handicap est institutionnalisé, son rôle est reconnu et ses missions sont identifiées. Chaque élève de conservatoire doit bénéficier d'un parcours pédagogique, artistique et culturel équitable et de qualité. Quand le parcours initial n'est pas possible, mise en place d'accompagnement individualisé et co-construction avec les familles et l'équipe pédagogique. La politique d'inclusion de l'établissement est élaborée en concertation et intégrée au projet d'établissement, et cette politique favorise bien l'accès à la formation du référent handicap et de l'ensemble de l'équipe pédagogique. En fait, le handicap devient une compétence professionnelle attendue. En cela, le texte de 2026 marque bien un changement de paradigme. L'accueil des personnes en situation de handicap devient une logique de responsabilité institutionnelle et une mission centrale du service public. Alors, je vais répondre à une question qui a été posée il y a quelques jours dans le chat. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses dans un établissement quand rien n'est encore fait? Et je rappelle qu'intégrer des personnes en situation de handicap est ouvert à tous les établissements, quelle que soit sa classification. En premier lieu, peut-être une discussion avec l'équipe et la direction, un argumentaire pour les élus, se dire que sans intention, rien ne bouge. Identifier une personne repère, créer un protocole même s'il est simple, autoriser des adaptations, discuter, s'appuyer sur des partenaires, partir du réel. Alors, je voudrais dire que accueillir le handicap, ce n'est pas une contrainte, hein. C'est maintenant ce qui s'inscrit dans le cœur de nos métiers, c'est l'évolution naturelle de notre métier. L'inclusion est au cœur de notre mission de service public. Elle devient une mission centrale. Nous ne sommes pas uniquement des enseignants, nous sommes bien des acteurs d'un service public culturel. On sait déjà transmettre, on sait déjà s'adapter, on sait déjà accompagner, on sait adapter notre discours pédagogique à l'âge, au niveau et à la sensibilité. C'est déjà ce que nous faisons au quotidien. Le handicap s'inscrit bien dans cette continuité pédagogique et oui, c'est l'évolution naturelle de nos métiers. Alors,
Cela implique un accès à tous, une équité des parcours et le respect des droits culturels. Le SNOP donne ce cadre qui nous manquait, le référent, les ressources identifiées, les formations possibles. Accueillir le handicap, en conclusion, je dirais que ce n'est pas perdre en exigence, c'est avoir une réflexion élargie sur la norme, sur les parcours, la performance et le sens. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Dominique. Je vois une question apparaître dans le chat. On y répondra soit pendant les salles de discussion, soit après coup, mais c'est une question très importante à laquelle tu as en partie répondu déjà. C'est comment mettre en place un accueil de ces personnes en situation de handicap quand on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Voilà. Et la collègue dit, pour l'instant, ça relève du bénévolat. Donc, voilà, c'est une question qui méritera d'avoir une réponse. Merci beaucoup. Je reviens vers Jérôme pour qu'il nous parle aussi une nouveauté de SNOP 2026, c'est les enjeux sociétaux dans les départements denses, dont Didier Bram nous a dit que ça allait progressivement être étendu également à la musique et au théâtre. Jérôme. Oui, donc effectivement, dans le SNOP 2026, il est inscrit justement cette réflexion sur les enjeux sociétaux et réfléchir aux enjeux sociétaux dans les départements denses, c'est à la fois interroger le sens de notre action en tant qu'institution publique et comprendre ce que la danse fait à l'individu et à la société. Car la danse n'est pas seulement un enseignement artistique, elle engage le corps et à travers lui notre manière d'être au monde. En cela, elle porte une dimension profondément éducative, culturelle et même sociale. En tant que conservatoire, nous avons une mission de service public. Cela signifie que nous devons garantir l'accès de tous à la pratique artistique, mais aussi participer à la formation de la personne et du citoyen. Concrètement, cela se traduit par des dispositifs comme les classes horaires aménagées denses, les projets d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire ou encore des actions menées avec des publics éloignés de la culture. Mais au-delà de ces dispositifs, une question essentielle se pose. Qui a réellement accès à l'art et dans quelles conditions ? La danse nous amène également à interroger la question du corps. Le corps dansant n'est jamais neutre. Il est traversé par des normes, des représentations, des attentes. Dans nos départements danse, cela se traduit très concrètement. Quel corps valorisons-nous ? Quel modèle transmettons-nous ? Ouvrir les esthétiques, diversifier les pratiques, accueillir des profils variés d'élèves, c'est déjà proposer une autre vision du corps dansant, plus inclusive et plus représentative de la société. La question de l'égalité femmes-hommes s'inscrit pleinement dans cette réflexion. Les conservatoires ont un rôle à jouer pour déconstruire les stéréotypes de genre en encourageant la mixité, en diversifiant les références artistiques et en proposant des espaces de parole. Là encore, il ne s'agit pas seulement d'une obligation institutionnelle, mais d'un véritable enjeu de transformation des représentations. Par ailleurs, la danse est un lieu privilégié pour faire l'expérience de l'autre. Danser, c'est entrer en relation avec un partenaire, avec un groupe, avec un public. Dans le cadre du conservatoire, cela se traduit par des pratiques collectives, des projets transversaux, des créations partagées qui développent l'écoute, la coopération et la sensibilité à autrui. La question de la santé constitue également un enjeu central. Prendre soin du corps de l'élève, ce n'est pas seulement prévenir les blessures, c'est reconnaître le corps comme un lieu d'expérience et de construction de soi. Cela implique de mettre en place des pratiques respectueuses, d'intégrer des connaissances sur le mouvement et d'accompagner les élèves dans la gestion du stress et de la pression. Dans le même esprit, l'inclusion est aujourd'hui incontournable. Accueillir des élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques, adapter les parcours, développer des partenariats avec des structures médico-sociales, tout cela participe d'une vision du conservatoire comme lieu ouvert, accessible et attentif à la diversité des publics. Enfin, les enjeux éthiques, notamment autour des violences et du harcèlement, nous rappellent que la relation pédagogique en danse engage le corps et l'intimité. Cela exige un cadre clair, fondé sur le respect, la confiance et la responsabilité. Mettre en place des chartes, former les équipes, sensibiliser les élèves, ce sont des actions concrètes, mais qui reposent sur une exigence plus profonde, celle du respect de l'autre. Ainsi, piloter un département danse aujourd'hui, c'est articuler une exigence artistique forte avec une conscience aiguë des enjeux sociétaux. C'est faire du conservatoire un lieu où l'on apprend à danser, mais aussi à habiter son corps, à rencontrer l'autre et à trouver sa place dans le monde. En somme, la danse dans nos établissements
n'est pas seulement un art, elle est une expérience humaine et sociale fondamentale qui participe pleinement à notre mission de service public. Et notamment, juste pour apporter la conclusion, on le voit notamment dans le cycle préparatoire au diplôme national, cette ouverture très intéressante au niveau de la possibilité d'avoir le diplôme national dans cette option humanité chorégraphique qui justement concrétise un petit peu les propos que je viens de développer. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. Dernier point de cette première partie de webinaire, après quoi on va basculer dans les salles de discussion, c'est l'éducation artistique et culturelle, qui est une notion qui figure déjà dans la loi LCAP de 2016 et qui est devenue un sujet vraiment prégnant pour tous nos établissements. Pour en parler et qui fait l'objet dans le SNOP 2026 d'un chapitre à part entière, ce qui n'était pas le cas dans la version 2023. Donc pour en parler, je passe la parole à Alain Baldocchi, qui est directeur du CRD de Cannes, secrétaire général de la FFEA, en charge du numérique et des relations européennes. Et bonjour à toutes et tous et merci pour votre écoute. Tout d'abord, l'éducation artistique et culturelle, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est du domaine des conservatoires, c'est quelque chose d'abord de très large qui concerne non seulement l'ensemble du secteur culturel, hein, les archives, on peut avoir les musées, mais aussi les domaines scientifiques. Et c'est quelque chose qui se fait aussi à tous les âges de la vie. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir parce que ça a des incidences sur l'ensemble de ce qu'on peut proposer dans nos établissements. Le SNOP 2026, en fait, entérine une situation qui est déjà complètement intégrée dans les conservatoires. Je ne pense pas que ce soit une découverte pour la plupart d'entre nous, mais effectivement, c'est un sujet qui est prégnant, et notamment, il y a des questions, dont une à laquelle je répondrai à la fin, est-ce qu'il faut avoir peur de l'EAC ou non? Et ce sont des notions qui existent déjà depuis très longtemps. Les premiers dispositifs de AC vraiment intégrés au conservatoire remontent à plus de 30 ans, certaines fois, avec les interventions au milieu scolaire, par exemple. On a des notions, évidemment, dans la charte de 2001, de la circulaire, par exemple, pour le réengagement financier de l'État envers les conservatoires, précise qu'un certain nombre de crédits vont être fléchés vers ce type de dispositif. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est évoqué de manière lointaine. Je rappelle aussi que si on se réfère aux 3 piliers de l'EAC, qui reposent donc sur la connaissance, la rencontre avec les œuvres, les artistes et la pratique artistique, on voit bien que se dessine là derrière exactement ce que l'enseignement artistique spécialisé procure. Les artistes enseignants, on est bien avec les élèves qui viennent nous rencontrer, sont bien des personnes qui vont transmettre des connaissances, vont transmettre une pratique artistique et vont provoquer la rencontre avec des œuvres et des artistes à travers l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place dans nos établissements, les masterclass par exemple, etc. Et donc, on peut dire en conclusion de cette partie-là que, de mon point de vue, l'éducation artistique et culturelle comprend l'éducation artistique spécialisée à l'intérieur de l'ensemble des actions qu'on peut mener. Et je pense que c'est très important parce que pour nos élus en particulier, dire que les établissements d'enseignement artistique sont aussi des vecteurs d'éducation artistique et culturelle, je pense que c'est une marque de reconnaissance importante. On a une composante spécialisée, mais dans de nombreux établissements, il y a évidemment des interventions en milieu scolaire. Et il est attendu aussi bientôt, le schéma en parle d'ailleurs, des interventions pour la danse, pour le théâtre, pour le cirque, puisque nous avons aussi les représentants du cirque, j'ai vu. Et donc, il y a de nombreux débouchés par rapport à cette notion-là. Le SNOP 2023, il faisait référence. Il y avait dans le préambule, dans les enjeux éducatifs, culturels et sociaux, un certain nombre de points qui étaient détaillés. Donc, il y avait des interactions possibles avec l'éducation, l'enseignement artistique spécialisé. Et on avait des incidences fortes pour les métiers d'enseignants et pour le parcours des élèves. Je cite par exemple, les conservatoires participent activement à une politique artistique et culturelle, c'était dans celui de 2023. Et que aussi les membres de l'équipe pédagogique participent à différentes actions liées à leur fonction d'enseignant ou dans les actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. Dans le théâtre, on avait aussi de nombreuses références. Et comme vous l'avez remarqué, dans le SNOP 2026, l'EAC a un chapitre à part entière
qui couvre 9 pages, donc c'est un énorme développement, et qui va préciser en fait les contours de tout ce qu'il est possible de faire dans les conservatoires, et notamment en lien avec l'éducation nationale, évidemment. Euh, Par exemple, aussi, c'est les rôles des différentes personnes. On parle maintenant de coordinateurs de AC qui peuvent être intégrés au sein des conservatoires ou bien au sein des collectivités. Par exemple, pour la ville de Cannes, nous avons à l'extérieur du service un coordinateur de AC. Je pense que ce qui est important de retenir aussi, c'est que ce sont des missions que tous les enseignants peuvent mener. C'est-à-dire que quelle que soit leur spécialité et leur diplôme, ils peuvent être amenés à proposer et encadrer des parcours d'éducation artistique et culturelle sur l'aire de rayonnement de l'établissement. Évidemment, ça s'appuie beaucoup sur les interventions en milieu scolaire, hein, toujours dans le texte, mais ça montre bien que chaque enseignant peut être mobilisé à un moment ou à un autre. Je parlais par exemple, vous organisez une masterclass, on peut inviter des classes à venir assister à ce genre d'opération. Le cadre local, donc voilà, le SNOP va décliner dans le cadre local comment on peut mettre en œuvre différentes opérations. Je vous invite vraiment à le lire, il y a énormément de détails. Et puis, avec une prise en compte de diversité de parcours, surtout qui peuvent être plus ou moins inclus aussi dans les parcours programmes. Voilà. Et donc, pour finir mon intervention, est-ce qu'il faut avoir peur de l'EAC pour les enseignants spécialisés? Je pense que non. Je pense que c'est une chance pour l'enseignement artistique spécialisé. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous évoluons, où l'importance de la communication est d'être visible, eh bien, ce sont des chances de pouvoir rendre visibles nos arts, d'encourager des élèves à les rejoindre et à s'intégrer justement dans un parcours long qui va participer à la construction de leur être. Et pour moi, je pense que c'est voilà, cette chance-là qu'on peut avoir. Donc, autant s'en saisir et faire en sorte qu'elle soit le plus productive possible. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Alain. Et ben, tu en parles en connaissance de cause puisque tu évolues avec ton conservatoire dans une ville qui est labellisée 100% EAC. Voilà, ce Oui. qui montre aussi l'importance de cette relation entre un établissement d'enseignement artistique spécialisé et cette notion beaucoup plus vaste d'éducation artistique et culturelle. Alors voilà, on est arrivé au terme de cette première partie. On va maintenant basculer vers les salles de discussion où les collègues du bureau de la FFEA feront une présentation des parcours dans chaque spécialité pendant quelques minutes et les trois quarts de cette petite heure de groupe de travail sera consacrée à vos propres interventions, à vos questions, à vos remarques. Je vois qu'il y en a beaucoup déjà dans le chat et qui sont très pertinentes. Donc, vous allez pouvoir entamer les discussions dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Je les rappelle, levez la main virtuellement si vous voulez intervenir à l'oral. Par écrit, dans le chat, nous avons des modérateurs de chat. Et puis, a posteriori, nous essaierons de répondre à un maximum de questions qui sont posées. Et puis, à la fin de cette petite heure d'interactivité, il y aura un compte à rebours qui sera lancé par nos modérateurs techniques et vous serez prévenu une minute avant que vous allez rebasculer en séance plénière où là, il y aura une synthèse qui sera faite de chacun de ces groupes de travail pour partager aussi d'une spécialité à l'autre de manière transversale, comme on dit beaucoup aujourd'hui, les préoccupations des uns et des autres et faire une conclusion finale. Voilà, donc je passe la main à Benoît qui gère en arrière-plan tout ce webinaire et qui va nous permettre d'accéder aux salles de discussion. À tout de suite. Voilà, ben, je pense que tout le monde est en train de revenir en séance plénière, en effet. J'apporte une précision qu'on m'a communiquée par rapport au replay qui sera disponible assez vite, mais le replay n'existe pas dans les salles de discussion, donc on essaiera de faire un compte-rendu malgré tout de ce qui a été dit, et puis là, il va y avoir un retour sur les différentes prises de parole qui ont pu avoir lieu. Et puis il y aura surtout cette foire aux questions. Pardon Philippe, juste une Oui. chose, si vous pourriez fermer tous vos micros, toutes et tous, parce qu'il y a eu un petit écho. Pardon. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Et puis il y aura cette foire aux questions qui permettra de réunir tous les points qui ont été évoqués. Alors, voilà le moment de la dernière partie de ce webinaire.
et on va faire un retour. Oui, il y a encore des micros ouverts certainement. Donc merci de fermer vos micros. Je vais demander aux rapporteurs des différentes sessions de nous faire sur ce qui a pu être dit, en commençant par la danse avec un autre membre du bureau de la FFEA qui n'a pas pris la parole encore pour l'instant, qui est Jennifer Gamerossi, qui est directrice régionale du Conservatoire à rayonnement départemental de Corse. Jennifer, si tu es là. Bonjour, oui, je suis bien là. Alors, je vois que ça bascule encore dans la salle. Donc, on va faire un petit retour. Nous, on est parti tout de suite sur des questions, puisque c'était plus simple et que le temps était quand même très court. Donc, on a pu aborder les différents diplômes, les différentes conditions d'accès aussi au concours de la fonction publique, avec un petit rappel, voilà, comme quoi il y a donc dans cette spécialité danse 3 disciplines. Lorsqu'on a un DE de danse jazz, de danse classique ou de danse contemporaine, on se présente au concours de sa discipline. Et ensuite, voilà, les postes sont. Donc on a eu un petit échange sur les différentes disciplines et quel poste aller. Ensuite, nous avons discuté des volumes horaires préconisés par le SNOP, en montrant que ce sont des volumes quand même assez conséquents. À la grande différence entre la musique, la danse et le théâtre, c'est que les danseurs ne peuvent pas travailler chez eux ou à l'école, ils travaillent essentiellement dans leurs écoles de danse, les conservatoires entre autres. Donc, petite discussion autour de ça, effectivement, sur les volumes conséquents. Sur la polyactivité de nos jeunes étudiants, où nous voyons que dès le collège, voire même dès le primaire, les enfants sont de plus en plus occupés et sont sur des parcours de plus en plus variés. Ce qui nous a permis d'aborder la transversalité, surtout préconisée maintenant dans le SNOP, avec la transversalité danse, théâtre, musique et cirque, puisque nous avions la présence de Yann Ponchet, qui s'occupe de la Fédération française nationale des écoles de cirque. Voilà, donc on a pu échanger aussi sur les parcours cirque et danse, la polyvalence qu'il y a entre les deux. Et pour terminer, nous avions aussi la présence de musiciens accompagnateurs des cours de danse. Donc, ça a pu permettre de rappeler l'importance de ces cours, que les cours de danse soient accompagnés par des pianistes accompagnateurs qui sont aussi en charge de la formation musicale et qui nous permettent justement de ne pas non plus surcharger les heures des élèves, puisque certains accompagnateurs peuvent être amenés à faire la formation musicale durant le cours de technique. Et on a terminé avec les humanités chorégraphiques, donc le deuxième volet du diplôme national. Voilà, du diplôme national. Sur les... Pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas son micro coupé. On va couper tous les micros et Jennifer, comme ça, vous pourrez le réactiver le vôtre aussi. Voilà, excusez-moi. Donc, nous avons parlé du diplôme national avec justement ces deux deux branches différentes, humanité chorégraphique et l'autre volet technique, en disant que le volet technique a mené à l'admissibilité de l'examen d'aptitude technique, donc une voie pré-professionnelle vers un diplôme d'État, et donc cette première étape, et le diplôme national humanité chorégraphique qui n'a aucune équivalence, mais qui permet aux élèves d'être plus ouverts sur la chorégraphie et amener plusieurs savoirs, ce qui nous a permis de finir nos discussions sur tout ce qui pouvait être complété avec les différentes méthodes et sensibilisation sur le corps. Donc, on a parlé de Feldenkrais, Pilates, yoga, Qigong, sophrologie, etc. Et des différents, on va dire, différentes mises en place dans les établissements qui sont souvent expérimentales et qui conduisent très souvent à des aboutissements de parcours diversifiés et qui permettent d'être valorisés dans ces diplômes nationaux. Voilà. Et ensuite, il y avait quelques questions sur le chat, mais on n'a pas eu le temps de finir d'y répondre rapidement. Donc, nous répondrons à toutes vos questions à travers cette FAQ, surtout pour accompagner les gens qui passent les concours très prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et nous tenterons d'y répondre. Voilà, c'est terminé pour la partie danse. Merci Jennifer. Alors en musique, ça n'a pas dû être si facile vu le nombre de participants. Qu'est-ce qui a pu être dit?
Je crois que c'est Dominique qui nous Oui, fait c'est un ça. retour. Alors, Merci je Dominique. vais tenter de plonger. Alors, je rappelle quand même le préambule de Didier Bram qui nous a parlé de cadre, d'orientation et d'accompagner les acteurs de territoire et que le SNOP est une boîte à outils et qu'il va rester évolutif, qu'il fixe le cadre. Et on a quand même rappelé dans ce groupe de travail qu'il y a des disparités de l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire, des inégalités, et que par contre la culture est un levier de cohésion sociale et territoriale. Alors c'est important de le rappeler puisque chaque collectivité garde quand même la liberté d'organiser des parcours dans son périmètre d'action. Alors au début il y a eu beaucoup de questions sur le handicap et le référent handicap, l'obligation des formations ou la non-obligation des formations. Alors j'ai mis mon adresse mail dans le chat pour pouvoir répondre à ces questions ultérieurement. On y a reparlé également du texte du SNOP quelle est la place des élèves adultes dans ce texte. Donc on a redit la liberté des établissements de proposer des dispositifs, mais quand même l'importance de tenir compte des adultes, autant des adultes qui démarrent que des adultes qui reviennent après une pause et que ça, c'était laissé à la liberté des établissements de pouvoir proposer des dispositifs, mais que c'était quand même un enjeu démographique. On a ensuite évidemment abordé le point du diplôme national qui a donc été demandé, comme l'a rappelé Didier Brem, lors de débats parlementaires, pour plus de cohésion sur le territoire, rompre l'isolement et permettre aussi de mettre des établissements en réseau, de favoriser la coopération entre les établissements. Alors, sur ce diplôme national, on a abordé le point du référentiel de compétences qui est actuellement en discussion dans des commissions de travail pour l'inscription du diplôme national au RNCP. Niveau 4, donc équivalent bac, mais ne donnera pas le baccalauréat. C'est un marqueur fort de reconnaissance, mais c'est une certification nationale. Ce n'est pas reconnu au niveau de l'Europe. La mise en réseau des établissements suivie par la DRAC, la préparation au diplôme qui fait maintenant l'objet d'un travail d'harmonisation et de référentiel commun. Au cœur de ce référentiel commun et de ce travail d'harmonisation, on a verbalisé la différence de niveau des établissements. On a quand même dit que de manière très concrète, ces différences de niveau, elles vont exister, elles sont géographiques, elles sont sociétales, et qu'il y aura forcément des moyens d'uniformiser quand même l'obtention du diplôme national dans la notation, dans ce qui va être jugé en commun. On a rappelé que le diplôme national, c'est une fin de parcours, qu'il est possible de le passer quand on est en cycle préparatoire. On a rappelé le nombre d'heures, 600 heures pour le diplôme national, 750 heures de préparation au, au cycle à l'enseignement supérieur. On y a parlé pour le diplôme national de la prise en compte de la formation musicale et comment elle est prise en compte. Alain a donné l'exemple de ce qui se passe pour son conservatoire à Cannes. Elle n'apparaît pas en tant que telle, hein, mais elle va se retrouver dans des modules complémentaires et ça va dépendre également des disciplines. On a rappelé les modalités de jury qui sont d'ailleurs marquées dans le SNOP. 3 personnes qualifiées, dont une au moins dans la discipline et évidemment pas de contact entre l'élève et le jury. Toujours dans cette même salle de musique, on a abordé encore une fois l'EAC on a pu donner des exemples de ce qui se passe dans nos établissements d'enseignement artistique. Et voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Ça demandera qu'on fasse un travail de synthèse. On a parlé de la pédagogie de groupe aussi, qui doit être complémentaire entre les pédagogies individuelles et la pédagogie de groupe.
Et on a rappelé que on a rappelé la diversification des missions pour les professeurs. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Et finalement, pour ce qui concerne le théâtre, donc la problématique était un peu différente puisque nous étions peu nombreux et qu'on a pu faire un tour de table et que chacun a pu exprimer un petit peu le cadre dans lequel il évoluait. Dans une première partie, Manon Conan a rappelé certains points qui nous semblent vraiment importants. D'abord qu'avec ce SNOP 2023 et 2026, on passait d'une logique de classe à une logique de parcours. Et je pense que c'est vrai pour l'ensemble des spécialités. Et que de ce fait, l'élève était placé au centre des préoccupations et qu'il devenait sujet de son apprentissage, ce qui introduit la question de l'inclusion et la possibilité d'accueillir une diversité de profils d'élèves. Ça, c'est la théorie, puis on verra ensuite que dans la pratique, les choses ne sont pas toujours si évidentes, malheureusement. Ensuite, ce SNOP 2026, ça a été dit pour d'autres spécialités, manifeste aussi une volonté de cohérence nationale pour le théâtre, d'où l'importance d'une évaluation qui soit harmonisée sur l'ensemble du territoire et une reconnaissance nationale des parcours. Il y a également présent dans le SNOP une logique territoriale qui indique, qui favorise les partenariats, en particulier pour la délivrance du diplôme national. Et puis, il a été souligné que le théâtre est un département à part entière et que dès lors, la notion d'équipe devient très importante. Alors malheureusement, dans beaucoup d'établissements, il n'y a qu'un professeur de théâtre et c'est compliqué de développer une équipe, mais ça peut se faire également en transversalité avec d'autres spécialités. Et puis en théâtre, il y a cette particularité d'avoir des disciplines complémentaires et une liste très très longue de disciplines complémentaires, la marionnette, le masque, les arts numériques, etc., etc. Donc comment mettre en place tout ça? Et une des solutions semble être de prendre en compte évidemment les ressources du territoire et pas seulement celles qui sont en interne à l'intérieur d'un établissement. La pluridisciplinarité est également évidemment mise en avant et valorisée, et ça nécessite des regards croisés pour que les parcours d'élèves puissent s'en enrichir. Alors, à partir de là, beaucoup de questions et de sujets ont été évoqués. Les réponses n'ont pas toujours pu être apportées et elles dépendent en réalité des contextes très particuliers dans lesquels chacun évolue. Ces questions, c'est comment développer le théâtre dans une école municipale, par exemple, quand on part de rien. Comment aussi échapper à la solitude d'un professeur de théâtre quand il est seul dans sa spécialité ou à des contraintes purement logistiques quand travaille en partenariat avec des établissements qui sont relativement éloignés du sien. La question de la transversalité est revenue à de nombreuses reprises avec l'idée d'un parcours voix-corps et donc d'un éveil transdisciplinaire. La question de la motivation et de l'engagement des élèves sur un temps long a été posée, mais là aussi, je pense que c'est une question qui concerne absolument tout le monde. Et puis, ce qui a fait beaucoup débat, c'est la question de l'inclusion en théâtre. Comment gérer les particularités, les singularités d'un élève en situation de handicap dans un groupe, notamment quand on est dans un parcours d'études comme le cycle 1. Donc voilà, il nous a semblé que une suite à ce webinaire devrait avoir lieu, évidemment sous forme de foire aux questions, mais aussi peut-être de thèmes qui pourront être réabordés dans les différents congrès de la FFEA ou des webinaires à venir. Voilà, en tout cas, merci à tous les participants du groupe Théâtre. Et pour conclure, eh bien, je passe la parole au président de la FFEA, David Laloze. Merci beaucoup Philippe. Déjà, merci à chacun pour vos interventions. J'ai eu l'occasion d'aller dans l'ensemble des salles et c'était passionnant. C'est vrai et puis merci à vous d'être présents. C'est vrai que la France possède un réseau d'établissements d'enseignement artistique hors du commun, avec des écoles classées, non classées, publiques et non publiques. Et c'est l'héritage que l'on a, comme vous le savez, du plan Landowski, hein, depuis les années 70.
et ce qui en fait non seulement un réseau atypique, mais pas évident d'harmoniser finalement nos activités à l'échelle nationale, compte tenu des disparités selon les territoires, des inégalités malheureusement, mais également des spécificités de chacun. Et je retiens aujourd'hui que cette mise en réseau, le développer est très important, tant dans les textes et dans les besoins de chacun, enseignants, direction, collectivités et institutions, et que les notions de travail en équipe, de coopération, de transversalité sont fondamentales pour proposer un meilleur avenir à nos établissements. La fédération, elle regroupe, pour ceux qui la connaissent pas, cet ensemble d'établissements. Elle est en interaction avec l'ensemble des acteurs de la profession. Nous sommes des bénévoles, direction ou même professeurs. On travaille avec chacun et vraiment, n'hésitez pas à suivre la fédération pas que sur les réseaux, hein, par mail. Contactez-nous, posez des questions et on tâchera d'y répondre avec bienveillance. On a créé ce qu'on appelle l'observatoire des questions juridiques et autres pédagogiques de la FFEA. Et en fait, chaque semaine, on est amené à répondre à des questions de chacun. Alors, vraiment, il y a une vraie proximité. Vous pouvez envoyer vos messages à contact@fédération-ffea.fr. Et puis, je dirais aussi qu'il y aura effectivement, Philippe, d'autres webinaires, parce que ça nous encourage à continuer à travailler avec chacun pour vraiment partager nos ressources, nos connaissances. Pourquoi? Pour un meilleur avenir, une bonne évolution de nos établissements, mais aussi, sachez, vous pourrez en parler à vos collectivités ou à vos directions pour les enseignants présents, on vient de créer la première plateforme numérique nationale de recensement des établissements. Et ça, vraiment, on compte sur chacun pour se mobiliser, pour avoir un état très très clair de la situation de nos établissements, en tout point, pédagogique, financier, etc. On a le soutien du ministère de la Culture, on a le soutien de la Cour des comptes, on a un partenariat avec le Conservatoire de France que je salue au passage, et puis on a aussi la CEAM qui nous soutient, hein, la Société des éditeurs et auteurs de musique, dans ces perspectives-là. En tout cas, prenez bien soin de vous. On vous transmettra les foires aux questions sur les réseaux sociaux par mail et on communiquera sur les prochains événements. Et puis, je souhaite un bon courage, une bonne réussite à tous ceux qui vont passer les épreuves de la fonction publique dans les différentes spécialités. Et puis, je remercie vraiment très sincèrement la qualité des intervenants. Et je vais citer nos collègues, sans qui ça n'aurait pas pu être possible. Belinda, Ersu, Laure Perrol-Pellen et puis Benoît Hermé, qui ont organisé vraiment dans de très belles manières cette rencontre. Et puis, j'espère que ça a répondu au maximum, au plus grand nombre. Voilà. Merci à vous. Il est 11h56, on est un peu à l'avance. Si vous avez des questions encore à poser, on les prendra dans le chat. Et puis, vraiment encore merci à chacun. Et merci à Philippe pour cette super idée d'avoir ce moment de rencontre ensemble. À très bientôt et au revoir.